Je m'appelle Sophie et laissez-moi vous raconter une histoire. Mon histoire. Quand j'avais 16 ans, mes parents m'ont laissé dans une gare. Pas par accident, pas parce qu'ils ont oublié. Ils l'ont fait exprès. Ils voulaient me donner une leçon, voir combien de temps il me faudrait pour retrouver le chemin du retour. Je n'y suis jamais retourné. Mais 20 ans plus tard, ils m'ont retrouvé. Pas parce que je leur ai manqué, pas parce qu'ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Ils m'ont trouvé parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, de l'argent, du soutien, du contrôle. Quand j'ai refusé, ils ne se sont pas arrêtés à la culpabilité. Ils ont retourné ma propre famille contre moi. Ils répandent des mensonges. Ils ont essayé de détruire tout ce que j'avais construit. La chaleur de juillet s'accrochait à ma peau alors que je m'appuyais contre la vitre de la voiture, à moitié endormi. Mes écouteurs couvraient le bourdonnement de l'autoroute. Mes parents, Thierry et Céleste, se sont assis devant pour se chamailler à propos de quelque chose que j'avais depuis longtemps ignoré. La route s'étendait sans fin, traversant des kilomètres de route secondaire de l'Alabama. Nous venions de passer le week-end chez ma sœur aînée, Vivienne. Au collège. Le voyage avait été une routine, Vivienne faisant semblant que tout allait bien, maman faisant des commentaires passifs-agressifs sur la façon dont je devrais ressembler davantage à ma sœur, et papa reconnaissant à peine l'un ou l'autre, à moins que ce ne soit pour aboyer un ordre. J'y étais habitué. C'était juste un autre jour dans notre famille, une autre leçon, un autre test. J'ai ouvert les yeux alors que la voiture ralentissait. Une gare se trouvait juste à côté de l'autoroute, une relique d'un autre temps, rouillée et presque abandonnée. Papa est entré dans le parking et a arrêté la voiture près de deux vieux distributeurs automatiques. « Va me chercher un soda », dit-il sans me regarder. J'ai baissé mes écouteurs et j'ai cligné des yeux. Quoi ? Maman s'est retournée sur son siège, me lançant le genre de sourire forcé qui n'a jamais atteint ses yeux. « Donne à boire à ton père, chérie, et donne-moi de l'eau. » Je soupirai en poussant la porte. La chaleur m'a frappé comme un mur alors que je sortais sur le trottoir craquelé. Je n'ai pas pris la peine de discuter. De toute façon, cela n'a jamais fonctionné. Les distributeurs automatiques se trouvaient à côté de l'entrée de la gare, leurs autocollants décolorés se décollaient à cause des années d'exposition au soleil. J'ai sorti un billet de 5 $ froissé de ma poche et l'ai introduit dans la fente, appuyant sur les boutons de leur boisson. Les machines gémissaient, luttant contre le temps, avant de finalement recracher un soda tiède et une bouteille d'eau. Je me suis retourné, bouteille à la main, m'attendant à voir la voiture attendre là où je l'avais laissée. Ce n'était pas le cas. Le terrain était vide. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé d'enregistrer ce que je voyais. Peut-être qu'ils avaient déménagé ailleurs. Peut-être qu'ils étaient juste hors de vue. J'ai fait un pas en avant, le souffle coupé dans ma gorge alors que je scrutais les places de parking vides. Puis, mon téléphone a sonné. Un texte de maman, voyons combien de temps il te faut pour rentrer à la maison. Considérez cela comme une leçon de résolution de problèmes. J'ai senti mon estomac se serrer. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une blague. Ils m'ont laissé ici. Mes doigts tâtonnaient lorsque j'appuyais sur le bouton d'appel. Directement à la messagerie vocale. J'ai essayé encore et encore, à chaque fois le même bip creux résonnait dans mon oreille. Je restais là, serrant le soda si fort que le plastique se froissait sous mes doigts. Mon rythme cardiaque battait à tout rompre dans mes oreilles, étouffant le son lointain d'un klaxon de train. Il ne reviendrait pas. Cela aurait dû me choquer. Cela aurait dû me dévaster. Mais au lieu de cela, un calme étrange s'est installé sur moi. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Quand j'avais 13 ans, il m'avait enfermé dehors en pleine tempête parce que j'avais oublié de sortir les poubelles. À 14 ans, ils m'ont fait marcher 10 kilomètres pour rentrer de l'école sous la pluie en guise de punition pour avoir raté le bus. C'était juste une autre leçon, une autre façon tordue de prouver que j'étais jetable. J'ai jeté un coup d'œil autour de la gare. Une poignée de personnes se déplaçaient, inconsciente de la jeune fille de 16 ans qui se tenait là avec rien d'autre que son portefeuille et un sentiment de rage grandissant. Je n'allais pas les attendre. Je n'allais pas jouer à leur jeu. J'ai vérifié ma poche. 140 $, une économie sur mon emploi d'été. Pas grand-chose, mais suffisant. Le vieil homme derrière le guichet a à peine levé les yeux lorsque je m'approche. Où est la gare routière la plus proche ? Ai-je demandé, ma voix ferme malgré l'agitation en moi. Il montra la route. Quelques kilomètres par là.
J'ai hoché la tête, déjà en mouvement. Mon téléphone a encore sonné. Un autre message de maman, n'ose pas appeler ta tante. Ton père dit que tu dois trouver ça par toi-même. J'ai bloqué le numéro. Ensuite, j'ai fait exactement ce qu'il m'avait dit de ne pas faire. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Sophie. J'ai avalé difficilement. Marguerite, peux-tu m'aider? Ma voix était ferme, mais intérieurement je m'effondrais. Sophie? La voix de Marguerite était aiguë d'inquiétude. Où es-tu? J'ai avalé difficilement, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'étais seul dans une gare, abandonné par les gens qui étaient censés m'aimer. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais ma voix était étrangement ferme. Ils m'ont laissé à Marguerite. Ils sont juste partis. Il y eut une pause, puis une forte inspiration. Reste là, chérie. Je viens te chercher. C'était il y a 20 ans. Maintenant, je me tenais dans le bureau du coin de Haven Développement, mon entreprise, regardant l'horizon d'Austin. La ville était vivante, les rues en contrebas bourdonnaient de mouvement. Mais dans mon bureau, il n'y avait que moi et le passé qui revenait. Mon téléphone était posé sur mon bureau, l'écran toujours éclairé par les appels manqués, 39 d'entre eux. J'ai ignoré les numéros inconnus. Mes yeux se sont concentrés sur la seule qui comptait, Vivienne. Un nom que je n'avais pas vu depuis 2 décennies. Mon estomac s'est tordu lorsque j'ai appuyé sur play sur le premier message vocal. Abby, s'il te plaît, décroche. Maman et papa t'ont trouvé. Ils ont besoin de ton aide. Ma prise sur le téléphone se resserra. Ce nom. Ce ton. Elle m'appelait toujours Abby comme si nous étions des enfants, comme si de rien n'était. J'ai expiré brusquement et j'ai supprimé le message vocal. Le suivant pleurait juste. Au 3e, elle semblait frénétique. Sophie, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Ils sont désespérés. Parle-moi. J'ai posé le téléphone avant de pouvoir l'écraser contre mon bureau. Ils m'avaient trouvé et je savais exactement ce que cela signifiait. Je les ai quittés il y a 20 ans avec rien d'autre qu'un ticket de bus. Un besoin brûlant de survivre. J'ai travaillé 3 emplois, j'ai dormi dans un studio qui sentait la moisissure et j'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'à l'université. Chaque brique de Haven Développement avait été construite avec la vie qu'ils essayaient de détruire. Maintenant, alors que j'étais enfin libre, ils voulaient revenir. Je m'assis, les mains tremblant légèrement tandis que je les passais dans mes cheveux. Mon reflet dans la fenêtre était calme, posé, mais mon esprit était tout sauf le cas. Je savais que ce jour viendrait, je ne m'attendais tout simplement pas à ce que ce soit le cas maintenant. J'ai parcouru mes messages vocaux jusqu'à ce que je voie un nom auquel je n'avais pas parlé depuis 20 ans, Thierry Holloway. Mon père. J'ai hésité une demi-seconde avant d'appuyer sur play. Au moment où sa voix a frappé mes oreilles, quelque chose en moi s'est figé. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? Sa voix était brouillée, pleine de quelque chose que je reconnaissais trop bien, l'amertume et l'alcool. Nous t'avons créé, Sophie. Tout ce que tu as est grâce à nous, a-t-il affirmé, ma mâchoire se serrant. Il a continué à divaguer. Tu penses que tu peux simplement nous effacer après tout ce que nous avons fait pour toi? Il s'est moqué. Eh bien, devinez quoi? La vie ne fonctionne pas de cette façon. Vous nous devez. Le message vocal s'est terminé brusquement. Une seconde plus tard, un texte est apparu, ton père est très déçu de toi, Sophie. Nous devons parler. Appelle-nous. J'ai regardé le message, la poitrine serrée. Déçu. Ils m'ont abandonné dans une gare, ont disparu de ma vie et maintenant je les avais déçus. La colère était brûlante. Ils n'avaient pas changé au pas du tout. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mes doigts se resserrant autour de mon téléphone alors que j'avalais la boule dans ma gorge. La partie de moi qui avait encore 16 ans, seule sur ce quai de train, avait envie de crier. Mais je n'avais plus 16 ans. Je n'étais pas perdu, je n'étais pas seul et je n'allais pas m'enfuir cette fois. J'ai ouvert mes messages et j'ai tapé une réponse à Vivien, demain, Déniès sur F5. 7 heures du matin. Viens seul ou ne viens pas du tout. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé la ville. Demain matin, je verrai ma sœur pour la première fois depuis 20 ans. Et cette fois, je n'avais pas peur. J'étais déjà chez Déniès quand Vivien entra, ses yeux me scrutant nerveusement.
Elle avait presque la même apparence, mêmes pommettes saillantes, mêmes épaules tendues, mais les années avaient ajouté quelque chose de nouveau, le léger affaissement de sa posture, les rides au coin de sa bouche. Elle avait toujours été la fille parfaite, celle qui obéissait, qui arrangeait les choses, qui jouait le jeu. Mais maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui détenait trop de secrets. Nos regards se croisèrent un instant. Aucun de nous n'a bougé. Puis elle s'avança vers elle, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Et, Abby. Je pris une lente gorgée de mon café avant de répondre. Je ne suis plus Abby. Je suis ABGA. Son sourire s'effaça. Bien, désolé. Elle se glissa dans la cabine en face de moi, ses doigts tripotant le menu plastifié. Ça fait longtemps, dit-elle. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée, attendant la vraie raison pour laquelle elle était ici. Elle soupira en posant le menu. Tu as l'air bien. J'ai haussé un sourcil. Et tu as l'air nerveux. Vivien laissa échapper un petit rire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Ouais, eh bien, c'est compliqué. Non, Viv. C'est en fait assez simple. Je me suis penché en avant. Tu veux quelque chose, dis-le simplement. Ses lèvres se pressèrent. Puis elle expira. Maman et papa, ils ont du mal. C'était là. Elle n'a pas attendu que je réponde. Les mots jaillissaient, répétaient, pratiquaient. Papa a perdu beaucoup d'argent au jeu, maman a accumulé des dettes. Il se noie, à Bégale. La maison est saisie. Je serrai la mâchoire en la regardant. Ils ont besoin d'aide, a-t-elle poursuivi. Ils ont besoin de toi. Je laisse échapper une inspiration lente et délibérée. Je ne leur dois rien. Vivien tressaillit. Je ne te demande pas de leur pardonner. Je viens juste d'eux. Elle déglutit. Je veux juste que tu écoutes. Mes doigts se resserrèrent autour de ma tasse de café. Son audace. Écouter? Est-ce que quelqu'un m'avait écouté quand j'avais 16 ans, seul dans cette gare? Est-ce que quelqu'un m'avait écouté quand je frissonnais sous la pluie parce que la formation du caractère était plus importante que la décence élémentaire? Je m'appuyais contre la cabine, l'estomac se tordant entre la rage et l'épuisement. Ils n'ont pas simplement commis une erreur, Viv, dis-je d'une voix d'acier. Ils m'ont laissé exprès dans une gare. Elle grimaça. Ils sont revenus 1 heure plus tard, ai-je interrompu. Et à qui la faute? L'air entre nous s'est fissuré comme un miroir se fendant en son milieu des années de silence, de mots non prononcés, de prétendre que tout n'avait pas été si grave. Vivien cligna rapidement des yeux, ses doigts se tordant sur ses genoux. Il pensait que tu reviendrais à la maison. Il pensait que tu... Elle s'interrompit, la voix brisée. Il pensait que je reculerais en rampant, ai-je terminé pour elle, comme je le faisais toujours. Elle regardait la table, la respiration saccadée. Je secouai la tête. Je ne suis plus leur fille, Vivien. Je ne le suis plus depuis longtemps. Ses épaules tremblaient, mais je ne me ramollissais pas. J'ai fouillé dans ma poche, j'en ai sorti quelques billets et les ai déposés sur la table. S'ils essaient de me recontacter, je ne serai pas aussi poli. Vivien restait assise, regardant la table. Je suis parti sans me retourner. Je pensais que c'était la fin. J'ai eu tort. Le lendemain matin, je me suis plongé dans le travail, essayant de chasser la conversation avec Vivien de mon esprit. Cela m'avait laissé un goût amer dans la bouche, mais je n'avais pas l'intention de le laisser contrôler ma journée. Le passé était le passé, et j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose que personne, pas même eux, ne pouvait m'enlever. C'est du moins ce que je pensais. Un coup sec à la porte de mon bureau interrompit ma concentration. Chloé, mon assistante, se tenait sur le pas de la porte, le visage tendu, entre inconfort et hésitation. Et, je pense que tu devrais voir ça, intervint elle, téléphone à la main, hésitant avant de me le passer. J'ai froncé les sourcils et je l'ai pris. L'écran était ouvert à Facebook. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge alors que je lisais les mots sur l'écran, notre fille nous a abandonnés dans notre vieillesse après tout ce que nous avons sacrifié pour elle. En dessous, un autre poste, nous l'avons élevée pour qu'elle soit forte et c'est ainsi qu'elle nous récompense, sans cœur. J'ai senti une chaleur lente monter dans mon cou. Ils se présentaient en victimes, comme si c'était eux qui avaient souffert. Il y a eu des centaines de commentaires, des inconnus me condamnant, des personnes partageant les publications, certains taguant même la page de mon entreprise. J'ai parcouru les réponses,
l'estomac se tordant. Waouh, je n'arrive pas à croire que certains enfants traitent leurs parents comme ça. Quelle honte. Une gamine ingrate. J'espère qu'elle pourrit seule. L'argent change les gens. Honte à elle. J'ai claqué le téléphone sur mon bureau. Chloé bougea inconfortablement. Je ne voulais pas vous le montrer, mais cela se répand. Les clients le voient. Certaines personnes ont même laissé de mauvaises critiques sur la page de Haven Développement, vous traitant de fraude sans pitié. Mon pouls battait dans mes oreilles. Il ne s'agissait pas seulement de quelques publications sur Facebook. Il s'agissait d'une attaque à grande échelle. J'ai pris une inspiration lente et profonde, chassant le tremblement de mes mains. Qui d'autre est au courant? Chloé hésita. Certains membres du personnel. Quelques-uns de nos plus gros clients. Je pense que certains d'entre eux attendent de voir comment vous réagissez. J'ai lentement hoché la tête. D'accord, merci, Chloé. Je m'en occupe. Au moment où elle est partie, j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Vivien répondit à la 3e sonnerie. Abby, sa voix était méfiante. Ma prise se resserra autour du téléphone. Le saviez-vous? Un long silence s'étira entre nous. Finalement, elle expira. Je leur ai dit de ne pas le faire, mais ils sont désespérés, Abby. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Les gens désespérés ne détruisent pas leurs propres enfants. Ils veulent juste de l'aide. Vivien a essayé. Il pense que c'est le seul moyen de vous joindre. Je me suis moqué. En mentant? En retournant des étrangers contre moi. Vivien ne répondit pas. Je secouai la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'aurais dû m'en douter plutôt que de penser qu'il changerait. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire autre chose. Un texte est arrivé immédiatement après, espèce de gamin ingrat. Supprimez ce message. J'ai regardé les mots sur l'écran, une sensation lente et dangereuse me parcourant le dos. Le calme s'installait sur moi, mais alors que j'ouvrais mon compte sur les réseaux sociaux et commençais à écrire, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai écrit mes pensées, certaines personnes réécrivent l'histoire pour échapper à leurs responsabilités. Je ne les laisserai pas. J'ai appuyé sur « Poster », j'ai jeté mon téléphone sur mon bureau et j'ai poussé un soupir. S'ils voulaient se battre, je leur en donnerais un. Je pensais que quelques publications sur Facebook étaient déjà assez mauvaises, puis elles se sont présentées à mon bureau. Cela a été une longue semaine pour limiter les dégâts, surveiller les réseaux sociaux de l'entreprise, rassurer les clients sur le fait que ma vie personnelle n'avait aucune incidence sur notre travail et ignorer les centaines de messages de parents éloignés soudainement pleins d'opinions sur une histoire dont ils ne connaissaient rien. Je fonctionnais à force de vapeur, dormant à peine, alimenté par la caféine et la pure volonté, lorsque l'interphone de mon bureau s'est réveillé en crépitant. Sophie, la voix de Chloé était hésitante. Il y a ici un couple de personnes âgées qui insistent sur le fait qu'ils ont besoin de te voir. Je me suis figé. Le café dans ma main eut soudain un goût amer. Est-ce qu'ils ont donné leur nom? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Chloé soupira, ils ont dit qu'ils étaient tes parents. J'expirai brusquement, forçant mon visage à ne trahir aucune émotion. Dites-leur que je suis en réunion. Je pouvais déjà presque sentir le cri dramatique de Céleste. Il y eut une pause. Ils font une scène. Bien sûr, ils l'étaient. J'ai posé la tasse, repoussé ma chaise et me suis dirigé vers le hall. Dès que j'ai franchi les portes, je les ai repérés. Céleste était en pleine performance, tamponnant des larmes inexistantes avec un mouchoir froissé. Thierry se tenait à côté d'elle, les bras croisés, ses yeux scrutant la pièce comme s'il cherchait la bagarre. Dès que Céleste m'a vu, son visage s'est froissé et elle a crié « Mon bébé !» Assez fort pour faire tourner les têtes. Je m'arrêtai à mi-chemin, sentant une tension dans ma mâchoire. Autour de nous, les employés chuchotaient, quelques-uns ont même sorti leur téléphone pour enregistrer, comme s'il s'agissait d'une sorte de télé-réalité se déroulant en temps réel. J'avalais la bile qui montait dans ma gorge, tandis que l'expression de Thierry se transformait en un ricanement. Tu es devenu une de ces personnes, hein? Le genre qui oublie d'où ils viennent. Je n'ai pas bronché. Pars. Maintenant. Les sanglots de Céleste s'intensifièrent alors qu'elle tomba à genoux, serrant sa poitrine comme si elle était sur le point de s'effondrer. Je t'ai donné naissance, Sophie. Je t'ai élevée, et maintenant tu nous traites comme si nous n'étions rien.
J'ai serré les poings. Tu n'es rien pour moi. Un halètement collectif se répercuta dans le hall, suivi d'un silence. Puis le visage de Thierry est devenu rouge. Tu penses que ton argent te rend meilleur que nous? Sa voix devint forte, destinée à attirer l'attention. Céleste, toujours à terre, sanglotait plus fort. Tout ce que nous voulions, c'était te voir. Te parler. Mais tu es devenu tellement cruel. Les murmures dans la salle devenaient de plus en plus forts, certains visiblement mal à l'aise, d'autres amusés par le spectacle. J'en avais assez. Je m'avançai, baissant la voix jusqu'à quelque chose de dangereusement calme. Si vous ne partez pas maintenant, je demanderai à la sécurité de vous expulser. Thierry fit un pas envers moi, sa voix dégoulinante de venin. Tu nous dois quelque chose, Sophie. Nous avons fait de toi ce que tu es. Céleste a arrêté de pleurer. Elle leva le visage, ses yeux brillant de quelque chose de plus froid que le chagrin. Tu ne peux pas nous effacer, chérie. Tu seras toujours notre fille. J'ai expiré brusquement et me suis tourné vers l'agent de sécurité qui se tenait à proximité. Escortez-les. Thierry laissa échapper un rire amer. Tu vas le regretter. Céleste se leva, lissant sa robe comme si de rien n'était. La pauvre, murmura-t-elle assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. Trop d'argent, pas assez de cœur. J'ai regardé la sécurité les escorter dehors, leur voix résonnant à travers les portes vitrées. J'aurais dû savoir que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Le lendemain, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Chloé a posé l'épaisse enveloppe sur mon bureau, les sourcils froncés. Cela est arrivé par courrier. Il vient d'un cabinet d'avocats. Je n'ai pas bougé immédiatement, je l'ai juste regardé pendant un long moment, un étrange sentiment de déjà-vu m'envahissant. Une autre escalade, une autre tentative de me ramener dans le désordre auquel j'avais passé des années à échapper. Lentement, je l'ai ramassé, déchirant le dessus. Alors que mes yeux parcouraient les premières lignes, mon pouce accéléra. Mes parents déposaient une plainte contre moi en vertu des lois sur la responsabilité filiale. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Incroyable. En fait, ils essayaient de me forcer légalement à les soutenir financièrement. Les mêmes parents qui m'avaient abandonné dans une gare à 16 ans et m'avaient ignoré pendant 20 ans exigeaient désormais que je paie pour leurs erreurs. J'ai laissé tomber la lettre sur mon bureau, en me pinçant l'arête du nez. Chloé se tenait près de la porte. Ça va? J'ai expiré par le nez. Appelle David. Je dois parler à mon avocat. Elle hocha la tête et disparut. Quelques minutes plus tard, je faisais les 100 pas dans mon bureau, le téléphone pressé contre mon oreille, la voix calme de David résonnant. Bien? A-t-il demandé après que j'ai fini de lui lire la lettre. Techniquement, a-t-il déclaré, dans certains états, il pourrait avoir une affaire. J'ai arrêté de faire les 100 pas. Tu me dis qu'ils peuvent m'abandonner quand j'étais enfant, mais maintenant je leur dois de l'argent? Il soupira. C'est rare, mais certains tribunaux acceptent ce genre d'affaires en fonction des circonstances. Le Texas n'a pas de loi stricte sur la responsabilité filiale, mais s'ils insistent suffisamment, ils pourraient quand même faire de votre vie un enfer. J'ai posé une main sur mon front. Incroyable. Ils espèrent que vous vous arrangerez, a déclaré David. Que vous leur donnerez simplement ce qu'ils veulent pour qu'ils ne traînent pas votre nom dans une longue bataille judiciaire. J'ai ri amèrement. Alors ils ne me connaissent pas du tout. Comme par hasard, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère est apparu sur l'écran. Je l'ai presque ignoré. Presque. Mais quelque chose en moi s'est brisé, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai appuyé sur « Accepter ». Que veux-tu? Ma voix était plate. La voix de Céleste résonnait, d'une douceur écœurante. Sophie, chérie, nous voulons juste trouver une solution. Nous n'aurions pas à faire ça si tu nous aidais. J'ai serré la mâchoire. Je t'aide? Ma voix était glaciale. Après ce que tu m'as fait? Elle soupira dramatiquement, comme si j'étais déraisonnable. Chérie, c'était il y a si longtemps. Les familles se battent. Les parents font des erreurs. Mais nous sommes toujours tes parents et nous avons des ennuis. Ma prise se resserra sur le téléphone. Vous n'êtes pas mes parents. Vous avez perdu ça le jour où vous êtes partis. Il y eut une pause. Puis sa voix se durcit. Si vous nous combattez, nous porterons l'affaire jusqu'au tribunal. Voulez-vous vraiment cet embarras?
J'ai presque ri de l'ironie. Elle pensait pouvoir me menacer d'embarras. J'ai senti ma colère se cristalliser en quelque chose de tranchant, d'incassable. Essayez-moi, dis-je d'une voix ferme, puis j'ai raccroché. Je restai là un long moment, le cœur battant, non pas de peur, mais de rage. Ils pensaient pouvoir me briser. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Ensuite, ils se sont attaqués à mon entreprise. J'aurais dû m'y attendre après le procès, après le spectacle sur les réseaux sociaux, après chaque tentative désespérée de réintégrer ma vie. Bien sûr, ils ne s'arrêteraient pas là. Mais savoir que quelque chose arrive ne fait pas moins mal quand il arrive enfin. J'étais à mon bureau, feuilletant des papiers quand Chloé a frappé et a jeté un coup d'œil à l'intérieur, l'air inquiète. Vous voudrez peut-être vérifier vos emails, dit-elle prudemment. J'ai haussé un sourcil mais j'ai attrapé mon téléphone. Au moment où j'ai vu la ligne d'objet, mon estomac s'est tordu. Concernant les allégations contre vous. J'espère que ce n'est pas vrai, mais je voulais le porter à votre attention. Nous avons reçu plusieurs messages anonymes affirmant que vous aviez des antécédents de mauvaise conduite financière, notamment dans vos relations avec votre famille. Ils allèguent que vous avez volé de l'argent, abandonné vos responsabilités et que vous avez des antécédents de tromperie. Nous apprécions notre relation professionnelle, mais compte tenu de la nature de ces réclamations, nous avons besoin de quelques éclaircissements. L'expéditeur était l'un de nos plus gros investisseurs. J'ai fait défiler plus bas, mon pouls battait à tout rompre. Si jointes se trouvaient des captures d'écran de mes provenant de faux comptes, répétant tous la même histoire, que j'avais volé de l'argent à mes propres parents, que j'avais bâti mon entreprise grâce à leur sacrifice, que je n'étais qu'un menteur, un fraudeur. J'ai expiré brusquement et j'ai jeté mon téléphone sur mon bureau. Mes mains se serrèrent en poing. Chloé se tenait près de la porte. Que se passe-t-il? Je me suis forcé à prendre une lente inspiration. Ils essaient de me détruire. Son front se plissa. OMS? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à composer. À qui penses-tu? 15 minutes plus tard, j'étais au téléphone avec un de mes partenaires commerciaux. Il hésita avant de parler. Écoute, Sophie, je ne veux pas y croire, mais ces messages, il y en a beaucoup. Tu sais d'où ils viennent? Ai-je demandé, la voix coupée. Silence, puis à contre-cœur, certains comptes remontaient à une adresse IP liée à vos parents. Je fermai les yeux, agrippant le bord de mon bureau. Ils avaient dépassé les limites. Pendant des années, ils avaient essayé de me manipuler par la culpabilité. Quand cela a échoué, ils ont essayé de m'humilier publiquement. Et maintenant, ils venaient pour tout ce que j'avais construit. Ils avaient commis une erreur parce que c'était la guerre. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe. Ils étaient assis en face de moi, le visage sérieux. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. Notre recommandation, ne vous engagez pas publiquement, restez silencieux, laissez cela passer. Non, dis-je fermement. Je ne reste pas silencieux, pas cette fois. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable, mes doigts se déplaçant sur le clavier pendant que je rédigeais ma propre déclaration. Pendant des années, j'ai souffert aux mains de parents manipulateurs. Lorsque je suis parti, je l'ai fait pour me protéger. Aujourd'hui, après 20 ans, ils tentent de détruire mes moyens de subsistance. Je ne les laisserai pas. J'ai appuyé sur le message. Laissez-les venir pour moi. Je n'avais plus peur. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné avec un SMS. C'était de Thierry, espèce d'ingrat, tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. J'ai longuement regardé l'écran avant de taper un dernier message, si vous continuez, j'engagerai une action en justice. C'est votre dernière chance. J'ai appuyé sur envoyer. Aucune réponse, mais je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas. Ils voulaient la guerre. Très bien, je leur en donnerai un. Le lendemain, j'ai reçu une convocation du tribunal. Chloé est entrée dans mon bureau, le visage pâle alors qu'elle déposait une épaisse enveloppe sur mon bureau. Cela vient d'un cabinet d'avocats, dit-elle prudemment. Je savais déjà de qui ça venait. J'ai pris l'enveloppe, la déchirant avec des mouvements lents et délibérés. Le texte officiel en gras en haut a confirmé mes soupçons, Thierry et Céleste Holloway contre Sophie Holloway. Les motifs, négliger les responsabilités filiales en vertu du droit de l'État. Un rire amer m'échappa. C'était donc leur dernier geste. Lorsque le chantage émotionnel, l'humiliation publique et le sabotage direct n'ont pas fonctionné, ils ont eu recours au système judiciaire.
Chloé s'attarda sur le seuil. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai expiré brusquement et j'ai attrapé mon téléphone. « Appelle David, dis-lui que j'arrive. » David était assis en face de moi dans son bureau, le procès s'étalant sur le bureau en chaîne polie entre nous. Il parcourut les pages en secouant la tête. « Ils ont un dossier fragile, dit-il finalement en levant les yeux. Le Texas n'applique pas de loi stricte sur la responsabilité filiale, mais si elles font l'objet de suffisamment de publicité, cela pourrait nuire à votre entreprise. » J'ai serré les poings. Ensuite, nous le rendons public selon nos conditions. David haussa un sourcil. Tu es sûr de ça? J'acquiesce, ma décision est déjà prise. J'ai joué en défense assez longtemps. Il est temps que les gens sachent exactement qui ils sont. Cette nuit-là, j'ai rédigé ma déclaration. Je ne me suis pas retenu. J'ai dit la vérité, la pleine vérité sur mes parents, sur les leçons qu'ils m'ont imposées, sur la nuit où ils m'ont laissé dans une gare à 16 heures et ne sont jamais revenus, sur la façon dont ils ont refait surface seulement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Au matin, la publication était devenue virale. Le vent s'est inversé presque immédiatement. Les mêmes étrangers qui m'avaient autrefois condamné pour mon ingrat étaient maintenant dégoûtés par les actions de mes parents. Les commentaires affluent, remplis d'indignation de ma part, c'est plus que cruel. Quel genre de parents abandonnent leur propre enfant et essaient ensuite d'encaisser 20 ans plus tard? Au début, je les croyais, mais maintenant ils méritent tout ce qui leur arrive. Poursuivre son propre enfant en justice après l'avoir laissé sans abri? Incroyable. Le changement d'opinion publique a été rapide. Ils avaient perdu le contrôle du récit. 3 jours plus tard, Vivienne m'a appelé, sa voix tendue, à peine au-dessus d'un murmure. Ils ont tout perdu, Abby. J'étais assis dans ma voiture, regardant les toits de la ville. C'est sur eux. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Ils disent que c'est de ta faute. Bien sûr qu'ils le sont, je resserrai ma prise sur le volant. Non, Vivienne, c'est de leur faute. Chaque choix qu'ils ont fait les a conduits ici. Pour une fois, elle ne discuta pas. Une semaine plus tard, je suis passé devant la maison de mon enfance. Une pancarte, à vendre, était installée dans la cour. L'endroit semblait plus petit que dans mes souvenirs, presque sans vie. Je m'attendais à ressentir un certain sentiment de victoire, une sorte de triomphe, mais tout ce que je ressentais était du soulagement. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais pas besoin de validation. Il n'avait plus de pouvoir sur moi, et cela suffisait. Pour la première fois depuis 20 ans, je me sentais enfin libre. Pas de poids sur mes épaules, pas de nœud dans l'estomac, pas de peur persistante du moment où il réapparaîtrait ensuite, essayant de me ramener dans le passé pour lequel j'avais tant lutté pour m'échapper. J'étais à la maison. Austin s'étendait sous mon balcon, baigné dans la lumière dorée du soir. Une brise chaude effleura ma peau alors que j'étais assis, les jambes repliées sous moi, un verre de vin à la main. Le chaos s'était finalement installé, ne laissant derrière lui que le silence. Mais même la paix, semblait-il, devait subir une dernière épreuve. Un coup frappé à ma porte a brisé le calme. Je savais avant même de me lever de qui il s'agissait. Je l'ai ouvert pour trouver Vivien, les yeux gonflés, l'expression épuisée. Abby, sa voix se brisa. S'il te plaît. Je n'ai pas bougé. Ils n'ont nulle part où aller, murmura-t-elle. Papa boit plus que jamais. Maman n'arrête pas de dire qu'ils ont juste besoin d'une chance de plus. Ils sont toujours nos parents. Je m'agrippai au chambranle de la porte, le cœur lourd. Elle n'a toujours pas compris. Ils ont fait leur choix, dis-je d'un ton neutre. Le visage de Vivien se plissa. Comment peux-tu être si, alors? Quoi? Je l'ai coupé, froid, sans cœur, égoïste. Des larmes coulèrent sur ses cils. Je ne veux juste pas perdre ma sœur à cause de ça. J'ai inspiré brusquement, la gorge serrée. Tu ne m'as pas perdu, dis-je doucement. Ils l'ont fait. Vivien laissa échapper un sanglot étouffé, ses mains tremblantes alors qu'elle s'essuyait le visage. Ils ont juste besoin d'eux. Je secouai la tête. Je ne suis pas responsable de réparer ce qu'ils ont cassé. Ses épaules s'affaissèrent. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai reculé. Prends soin de toi, Vive. Puis j'ai fermé la porte. Pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. 1 heure plus tard, je me suis de nouveau assis sur mon balcon, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Pendant des années, leur voix avait résonné dans ma tête, façonnant mes choix,
même en leur absence la culpabilité, la honte, les « et si ». Mais maintenant, juste le silence. Et c'était magnifique. J'ai sorti mon téléphone et parcouru mes contacts jusqu'à atteindre tante Marguerite, la seule vraie famille que j'ai jamais eue. J'ai tapé un message, dîner ce week-end. Mon régal. Sa réponse est venue presque instantanément. Enfin. J'attendais que tu me demandes. Mexicain ou italien? Un petit sourire effleura mes lèvres. Mexicain. Margarita supplémentaire. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai consulté mon journal d'appel. Les numéros de mes parents me regardaient comme des fantômes refusant de se reposer. Lentement, j'ai appuyé sur bloquer. Plus de seconde chance. Fini les manipulations. Plus de culpabilité. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne courais plus. J'étais libre. Avant de terminer cette histoire, permettez-moi de vous laisser une réflexion. Pendant des années, j'ai porté le poids d'un passé que je n'avais jamais demandé. Je laisse la culpabilité, l'obligation et la peur d'être considéré comme ingrat dicter mes choix. Mais voici ce que j'ai appris, la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de savoir qui est vraiment à vos côtés. Parfois, les personnes qui devraient nous aimer le plus sont celles qui nous blessent le plus profondément. Et lorsque cela se produit, vous avez deux choix, laissez-le vous définir ou laissez-le partir. S'éloigner ne vous rend pas faible. Cela vous rend fort. Fixer des limites n'est pas cruel. C'est la survie. Et vous choisir, après des années où on vous a dit que vous n'aviez pas d'importance? C'est la libération. Donc, si vous vous êtes déjà senti coupable d'avoir choisi la paix plutôt que la toxicité, laissez-moi vous dire ceci, vous ne devez votre souffrance à personne simplement parce qu'il partage votre ADN. Vous méritez d'être libre. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû quitter une relation toxique, familiale ou autre? Comment cela vous a-t-il changé? Mettez un 1 dans les commentaires si cette histoire vous a interpellé, ou faites-moi savoir d'où vous regardez. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, dites-moi pourquoi. J'apprécie tous les points de vue. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire forte. Votre soutien signifie tout, et j'ai hâte de partager bientôt davantage avec vous.